Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci pour cette invitation. Bon, pour présenter brièvement mon introduction, donc, en tant que directeur scientifique environnement d'INRAE, j'ai dans mon portefeuille de compétences le pilotage pour l'établissement de 4 grands domaines qui sont très interconnectés et qui font écho à vos préoccupations. Le premier, c'est celui de l'adaptation et de l'atténuation face au changement climatique, notamment pour le domaine agricole, mais aussi pour les écosystèmes forestiers, qui sont un objet d'importance pour INRAE. Le second, les questions de biodiversité, parce qu'on ne peut pas imaginer une dynamique d'adaptation sans intégrer les dimensions de biodiversité. La gestion durable des ressources en eau et en sol, ça fait partie du débat d'aujourd'hui. Et puis, un point un peu transversal sur l'évaluation et la gestion des risques, notamment liés aux phénomènes naturels, mais aussi aux pressions anthropiques. Alors, pour un institut comme INRAE, qui, vous le savez sans doute, est né il y a maintenant 3 ans, le 1er janvier 2020, par la fusion de l'INRA et d'IRSTEA, on a réussi à réunir dans un même établissement des compétences qui nous permettent d'aborder la question de l'eau depuis finalement les précipitations qui tombent à la surface des terres émergées jusqu'aux écoulements vers la mer, ce qu'on appelle souvent l'eau bleue. Et puis, bien sûr, la dimension eau verte qui vous intéresse particulièrement dans le propos d'aujourd'hui, qui est cette eau finalement qu'on va retrouver via les précipitations dans les sols et qui, au travers des plantes, va repartir vers l'atmosphère par un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration. Et c'est ce cycle de l'eau via les plantes qui permet la photosynthèse et la production de matière vivante qui est à la base de tous les écosystèmes. Bien sûr, les agro-écosystèmes, pour INRAE, c'est un sujet très important, mais aussi l'ensemble des écosystèmes naturels. S'il n'y a pas de flux d'eau, il n'y a pas de vie, bien sûr, ça tout le monde le sait, pas de photosynthèse et pas de production alimentaire notamment. Donc, dans ce contexte de tension sur les ressources en eau et de possible, voire probable, diminution de ces ressources à des moments critiques de la production, pour nous, l'enjeu principal, il est de mieux comprendre le cycle de l'eau et de mieux, j'allais dire, le modéliser. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, les projections, notamment sur le futur. Et je voudrais citer ici, peut-être on y reviendra, un exercice mené avec le ministère de la Transition écologique et d'autres partenaires sur qu'on appelle Explore 2, sur la projection de la disponibilité des ressources en eau, les écoulements à l'échéance de la moitié du siècle. Et ce projet est en cours, c'est une revisite d'un exercice antérieur et il démontre que, a priori, les ressources en eau et les écoulements vont profondément diminuer dans les années qui viennent. Le deuxième point, c'est penser l'agriculture de demain, reconcevoir l'agriculture et les systèmes agricoles pour à la fois s'adapter aux conditions nouvelles liées au changement climatique et contribuer, puisque c'est aussi une des missions de l'agriculture, à l'atténuation du changement climatique en réduisant les émissions liées aux activités agricoles. Et pour cela, notre établissement s'appuie en grande partie sur les outils de l'agroécologie, c'est-à-dire reconcevoir les systèmes, ne pas, dans un grand nombre de cas, persister dans un système qui a atteint ses limites, notamment du fait, mais pas uniquement, de la raréfaction de ressources en eau à certaines phases critiques du cycle des plantes, notamment en été, pour pouvoir à la fois favoriser l'infiltration de l'eau, ralentir le cycle de l'eau qui permet d'augmenter la réserve utile en eau des sols, de diversifier les productions agricoles à l'échelle des bassins et des territoires, pour avoir notamment des pratiques et des récoltes ou des cultures qui soient plus économes en eau, et aussi de repenser l'ensemble du système alimentaire, la chaîne alimentaire, puisque l'adaptation de l'agriculture, notamment par rapport au changement climatique, ce n'est pas qu'une question de production, il ne faut pas se limiter à ce qui se passe dans les parcelles, dans les exploitations, c'est l'ensemble du système alimentaire, l'ensemble des chaînes de valeur qui doit s'adapter. Et donc, au travers à la fois des outils de l'agroécologie, de la transformation des systèmes de production, ce n'est pas une simple adaptation incrémentale, on parle de reconception des systèmes, c'est aller vers des systèmes qui soient plus économes en intrants, notamment en eau, mais pas uniquement, c'est aussi le cas des phytosanitaires et des engrais, dont on sait qu'il y a une forte dépendance pour ces derniers par rapport au commerce international, et puis aussi être capable de se projeter dans un avenir différent, parce qu'il y aura des régions de France, il faut quand même s'y attendre de manière très forte, où la disponibilité en eau sera fortement réduite. Et donc, l'agriculture telle qu'on la connaît, les activités telles qu'on les connaît, ne pourront pas se perpétuer indéfiniment. Donc, il faut anticiper, et c'est pour ça qu'on travaille avec les acteurs, qu'ils soient des acteurs académiques, comme nos collègues du BRGM, du CNRS, des acteurs de terrain, comme les chambres d'agriculture, les instituts techniques, mais aussi des agences de l'État, agences de l'eau, Office français de la biodiversité, pour se projeter à l'échelle des territoires sur ces futurs possibles dans un monde où la ressource en eau est devenue plus rare. Et donc de travailler aussi avec nos collègues des pouvoirs publics sur l'appui aux politiques publiques pour notamment imaginer les scénarios de partage de l'eau. L'eau est un bien commun que l'on peut à un moment donné
capté pour un usage privé, mais il faut qu'à un moment donné, ce retour vers le bien commun se fasse. Et donc, imaginez des transitions où chacun trouve son compte. Et peut-être pour terminer mon propos, Monsieur le Président, si vous voulez, je continuerai après s'il y a des questions. Imaginez en fait que on ne peut pas continuer comme on l'a fait jusqu'à présent, et puis qu'il y a des clés, il y a aussi des possibilités de développement nouveau associées à cette nouvelle façon de voir la gestion des ressources en eau, des transitions à l'échelle des territoires qui doivent concerner tout le monde. Et il ne faudrait pas imaginer qu'on puisse continuer sans qu'il y ait à un moment donné une transition. Et la transition, elle peut être, on va dire, vécue et anticipée collectivement, mais elle peut malheureusement être subie sous le choc de catastrophe. Et là, si on n'a pas anticipé, on est vraiment dans une situation critique et qui serait, à mon avis, dommageable pour l'ensemble de la société et pas uniquement pour l'agriculture. Je m'en tiendrai là pour ces propos introductifs. Merci. Monsieur Thibault. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, d'abord, merci d'avoir organisé cette table ronde. Et sur ce point, c'est un enjeu hyper fort pour la direction de l'eau et de la biodiversité. Et un des premiers enjeux, c'est d'arriver à en parler autour de nous. Et vous l'avez très bien dit dans votre introduction, on a du mal à sensibiliser nos concitoyens sur le fait que le sujet de l'eau est un vrai sujet et que ça va devenir de plus en plus un sujet. Et bon, l'été 2022, avec la crise sécheresse, a été une sorte d'électrochoc pour un certain nombre d'entre nous et de nos concitoyens. Si je le dis de façon très simple, ça a été une crise presque inconnue jusque-là, mais qui ne fait que préfigurer ce qu'on va voir dans le domaine hydrologique dans quelques années. Donc après, les scientifiques le disent vachement mieux que moi, avec des courbes, des chiffres, etc. Mais ce qu'on a vécu cet été et ce qu'on va vivre de manière récurrente en termes de disponibilité en eau d'ici 15-20 ans. Et donc, c'est une alerte qu'il faut prendre pour nous aider à nous adapter. Et là, il y a un mot important, l'adaptation. On n'est plus dans l'atténuation seule, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi au niveau mondial à prendre les mesures et les décisions qu'il fallait pour bloquer le changement climatique. Donc le changement climatique, il arrive, pas que à l'autre bout du monde dans 50 ans, mais chez nous aussi. Et on commence à avoir les manifestations. Et un des premiers effets du changement climatique, c'est sur l'eau. Et donc, il faut qu'on apprenne à adapter nos modèles pour faire face à ces changements. Cet été, 700 communes, on a près de 36 000 communes en France, 700 communes ont été en rupture d'eau. Ça nous fait redécouvrir des choses qu'on avait oubliées, que quand on ouvre l'eau du robinet, l'eau elle coule, elle est potable, il n'y a pas de problème. En fait, cette eau elle n'est pas infinie. Et la gestion de l'eau en été, ça n'est pas qu'un sujet agricole, c'est bien un sujet pour l'ensemble des usages. Et là, on retrouve et on reprend, il faut reprendre conscience que cette ressource, elle est finie, il faut la partager. Et l'objectif, c'est pas de partager de l'eau qui n'existe pas, mais bien de partager l'eau qui existe, et donc d'être sur des vrais chiffres, et d'organiser la façon dont on va organiser au mieux l'ensemble de nos usages pour faire face à ces besoins. Donc 700 communes en rupture d'eau. Alors c'est pas forcément 700 communes où il y avait plus d'eau au robinet, parce que comme on a des opérateurs très bien organisés et des communes qui ont fait le travail qu'il fallait, en fait on a eu beaucoup de camions qui se sont baladés sur nos routes cet été et qui ont rempli les châteaux d'eau pour éviter que les gens puissent avoir de l'eau au robinet. Mais donc 700 ruptures d'alimentation sur des communes, tout ou partie des communes, avec au passage, monsieur le sénateur, une corrélation très forte avec les communes qui ne sont pas rentrées dans des intercommunalités. On a les chiffres, on pourra vous les présenter, et c'est un point important. C'est pas que c'est moins bien quand on est une commune toute seule, c'est que quand on n'a pas fait de travaux d'interconnexion ou de sécurisation ou de fiabilisation, mais quand on a un problème, on ne sait pas réagir ou on ne réagit pas pareil. Et le seul moyen, c'est de mettre des camions sur les routes pour transporter cette eau. Et ça, c'est un point important. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on porte le sujet du transfert aux EPCI à fiscalité propre. C'est un moyen aussi d'être plus résilient. Bon, je fais la parenthèse, mais voilà. Oui, c'est un sujet sensible, mais je veux dire, on est aussi là pour dire les choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ce que je voulais dire aussi, c'est que notre système, il a tenu bon cet été. Je veux dire, je pense que cette crise, la même crise, on l'aurait eue il y a 10 ans. Je ne suis pas sûr qu'on aurait tenu pareil. On avait anticipé la gestion de crise, on avait des cartes, on a partagé très tôt depuis le mois de mai-juin sur les cartes d'anticipation. Les préfets avaient préparé des arrêtés préfectoraux cadres sécheresse. Enfin, le système n'était pas parfait,
mais il a tenu bon, et donc c'est un truc qui marche. Par contre, moi, ce que je dis maintenant souvent autour de moi, faut qu'on fasse un peu attention au syndrome nucléaire. C'est-à-dire qu'on est persuadé que tout va bien et que tout ça va tenir, et que donc il n'y aura jamais de problème. En fait, on joue un peu avec le feu dans le domaine de l'eau. C'est-à-dire qu'on a fait des investissements énormes après-guerre, jusque dans les années 80 sur l'eau potable, jusque dans les années 2000 sur l'assainissement, avec un patrimoine qui est très important, et un patrimoine que nous n'entretenons pas assez. Je dis nous, au niveau global. On a une sorte de tyrannie du prix de l'eau qui s'exerce, où un élu est considéré comme meilleur s'il a un service minimaliste avec un prix de l'eau faible, plutôt qu'un vrai service avec un prix de l'eau un peu plus élevé. Et donc, du coup, ça nous conduit tous à sous-investir et sous-entretenir dans le patrimoine. Et ça ne se voit pas au début, comme sur le parc nucléaire, ça ne se voit pas, on peut retarder un certain nombre de choses, et puis un jour, ça collapse. Et donc, le but, c'est que ça ne collapse pas dans le système de l'eau. Et donc, aujourd'hui, on a un moment où il faut qu'on recommence à investir plus dans l'entretien de notre patrimoine. Donc après, on peut le prendre par le bout des fuites, les rendements des réseaux. Mais en fait, le vrai sujet, c'est comment on entretient ce patrimoine extraordinaire qui nous permet d'avoir de l'eau au robinet. Alors, votre question, c'était sur les solutions. Alors, en quelques mots, il faut connaître. Pour être solide sur nos décisions, pour pouvoir investir, il faut connaître. Donc il faut, c'est vrai pour les réseaux, c'est vrai pour les fuites, mais c'est vrai aussi pour le partage de l'eau. Donc on a quand même fait des gros efforts de connaissance. Après, c'est à lui qu'il faut poser des questions sur Explore 2, Explore 2070, les rapports du GIEC. Enfin, je veux dire, il y a quand même plein de choses qui nous permettent de savoir s'il y a plus d'eau, moins d'eau, de l'eau moins disponible, de l'eau répartie pas pareil, mais en fait une disponibilité au moment où on en a besoin qui baisse, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc il faut connaître et il faut s'appuyer sur ces connaissances. Après, il faut planifier. Donc dans le domaine de l'eau, on a quand même une longue histoire de planification. Donc tous les bassins ont fait des plans d'adaptation au changement climatique. On a un système qui s'appelle SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau par grand bassin versant, porté par les agences de l'eau, qui permet tous les 6 ans de regarder l'eau qu'on a en quantité, en qualité, de se fixer des objectifs 6 ans après et de regarder ce qu'il faut faire pour y arriver. Et donc ces SDAGE, c'est le socle qui nous permet de voir ce qu'il faut faire et comment faire. Puis là, très récemment, on a lancé les chantiers de planification écologique. Enfin, c'est la Première ministre qui a lancé les chantiers de planification écologique. Le premier chantier dans ces chantiers, c'est le chantier de l'eau. On a eu une très large concertation pendant les 4 derniers mois au sein du Comité national de l'eau, dans les comités de bassin, des réunions de restitution. Et donc là, maintenant, tout ça est dans la main des ministres. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de propositions dans tout un tas de domaines et qu'il y a du travail devant nous pour mettre en œuvre l'ensemble de ces choses. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas moi qui vais annoncer quoi que ce soit maintenant. Après, sur les solutions, en quelques mots-clés, et puis vous poserez des questions sur ce qui vous intéresse. Le premier point, c'est que l'eau n'est pas un sujet national, c'est un sujet territorial. Et il faut qu'on fasse attention aux vraies fausses bonnes solutions du genre il y a autant d'eau en tout sur la France, donc il suffit de la stocker pour l'amener au bon endroit. Vous avez des parties du territoire où il y aura moins d'eau et en été et en hiver, et donc moins d'eau tout court. Vous avez des endroits où il y aura trop d'eau l'hiver, ce qu'il faut à peu près l'été. Enfin, vous allez avoir toutes les situations. Et puis, si vous avez de l'eau qui est au nord de la France, vous n'allez pas réussir à l'utiliser dans le bas de la France ou inversement. Donc c'est un sujet territorial. Et donc, il faut s'organiser au niveau territorial. Ce qu'on dit, nous, au ministère aujourd'hui, un territoire, une gouvernance. Ce système, il est transversal. Donc, il n'y a pas une eau agricole, une eau pour l'eau potable, une eau pour l'industrie, une eau pour l'énergie. C'est bien une ressource en eau. Et quand on fait aujourd'hui la somme des besoins exprimés, c'est supérieur à l'eau réellement disponible, en tout cas certaines parties de l'année. Et donc, il faut que chaque territoire s'organise pour choisir ce qu'il veut faire dans les territoires. Moi, mon sentiment là-dedans, c'est que les élus ont un rôle essentiel dans ce système. Ça ne doit pas être celui qui a le plus d'argent ou celui qui est le plus fort qui va obtenir l'eau qu'il veut. C'est bien les élus qui doivent organiser leur territoire et organiser ce partage de l'eau et puis définir ce qu'on a envie de faire sur ce territoire.
l'histoire des bassines, hein, enfin, je veux dire, quand c'est pas accepté dans le territoire, je veux dire, c'est quand même le bazar assez vite. Hein. Donc un sujet territorial, transversal, et il faut une gouvernance dans chaque territoire. Après, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il faut répartir l'eau qui existe. Un de nos problèmes aujourd'hui dans le domaine de l'eau, c'est qu'on fantasme encore sur les autorisations théoriques qu'on a pu donner il y a 20 ans, notamment dans le domaine agricole, mais pas que. Donc, si on autorise des volumes qui n'existent que quand tout va bien se passer, qu'il va y avoir plein d'eau, plein de précipitations, et que c'est le seul moment où on aura cette eau, et donc en fait on aura la quantité d'eau disponible, en fait quand on n'en aura pas besoin parce que l'eau sera tombée par ailleurs naturellement, et que derrière on ne répartit pas l'eau réelle qu'on a dans les territoires 8 années sur 10, en fait on est conduit à gérer l'eau par la crise. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que vous délivrez des autorisations théoriques d'eau selon la situation la meilleure possible. Et après, chaque fois, on constate que dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, on gère par la crise, par des arrêtés sécheresse, de restrictions à l'aval. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon, parce que si vous voulez vraiment vous organiser et vous adapter, vous avez besoin de lisibilité sur la quantité d'eau que vous allez pouvoir utiliser. Au moins 8 années sur 10. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec nos systèmes de gestion structurelle de l'eau aujourd'hui, c'est de garantir une eau 8 années sur 10, ce qui permet d'investir, ce qui permet d'avoir des prêts, ce qui permet d'avoir un modèle économique. Et on ne gère en période de crise que 2 années sur 10. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Je veux dire, on a la moitié des territoires français où vous avez des arrêtés sécheresse 10 années sur 10. Donc ça veut dire qu'on, un peu par facilité, on attribue plus d'autorisation que ce qu'on a vraiment et on gère par la crise à l'aval. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment important. Deuxième chose, il faut penser au modèle économique. En fait, l'eau, c'est une partie d'un modèle économique. Et imaginer qu'il suffit que les autres investissent pour que moi j'ai l'eau gratuitement est un truc qui marche un petit moment, mais n'est pas durable dans le temps. Et donc, l'eau en elle-même est gratuite, et donc c'est bien le service pour la rendre portable, l'amener, la transporter, la rendre disponible que l'on paye, que ce soit pour l'eau potable ou pour les autres usages. Il faut le prendre en compte. Je fais encore une parenthèse pour le monde agricole, mais je veux dire, si vous êtes à plus de 40 centimes du mètre cube pour l'agricole, ça ne marche plus dans le modèle économique de l'agriculture. Donc dire, on va faire des retenues et puis ça va leur coûter 5 € du mètre cube, je veux dire, votre modèle économique agricole ne tient pas. Donc après, on peut dire, c'est la collectivité qui va payer pour que l'agriculteur ait l'eau gratuitement. Pourquoi pas? C'est un choix politique que l'on doit faire dans nos territoires. Et vous voyez, si on oublie la partie économique, en fait, on ne se comprend pas et on oublie une donnée du problème. Et donc, il faut qu'on assume collectivement que si on veut certains usages à certains endroits et que pour ça, il faut de l'investissement sous forme de retenue ou d'autres choses, eh bien, il faut qu'on prenne en compte ces coûts et qu'on valide et qu'on assume la façon dont on va répartir ces coûts entre ce que fait la puissance publique, ce que fait la collectivité, ce que font les activités économiques dans le territoire. Et ça, c'est un point très important qu'on a du mal à partager souvent. J'ai encore deux idées et après je m'arrête, Monsieur le Président. La première, c'est qu'il ne faut pas opposer ce que certains appellent créer de la ressource en eau, enfin en tout cas mobiliser, et des économies. Il va falloir faire des économies. Aujourd'hui, comme on n'a pas assez d'eau par rapport à l'ensemble des usages, il faut que cette eau, elle soit le plus utile possible. Et donc, on ne peut pas la gaspiller, quel que soit l'usage. Et donc, il faut que dans tous nos modèles et toutes nos utilisations, on soit le plus efficient possible. Et donc, souvent, j'entends... Enfin, on a envie de séparer. Soit on fait des économies, on a l'impression que ça va réussir, ça ne suffira pas. Soit on va créer des retenues et ça va résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas vrai non plus. Et donc, il faut bien partir sur ce panel de solutions en parallèle et les faire ensemble. Et la dernière chose, et je m'arrête là pour l'instant, c'est les solutions fondées sur la nature. L'idée derrière... On a eu alors moi qui suis ingénieur ça me parle, mais on a longtemps pensé qu'on était plus fort que la nature, on pouvait s'exonérer de la nature. Et donc vous manquez d'eau, vous allez faire des retenues, vous avez des inondations, vous allez faire des barrages ou des digues et puis ça va bien se passer. Vous avez un sol trop pauvre, vous allez mettre des engrais, vous avez des bestioles qui bouffent les trucs, vous allez mettre des pesticides, enfin etc. Et en fait, la nature se rappelle à notre bon souvenir quand même régulièrement, et le changement climatique n'est qu'un moyen
parmi l'ensemble pour se rappeler à notre bon souvenir. Et donc, vivre contre la nature ou indépendant de la nature n'est pas un système qui est durable. Et je crois qu'on le voit tous les jours aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de réapprendre à vivre avec la nature. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, sur les solutions fondées pour la nature, c'est recomprendre comment fonctionnent ces écosystèmes et utiliser ces écosystèmes pour ceux qu'on a envie de produire. Et donc, en vrai, dans le domaine de l'eau, c'est des choses un peu évidentes, hein, mais je pense qu'il faut le redire, c'est penser que en rectifiant les rivières, drainant, accélérant les flux et l'envoyant le plus vite à la mer, ça sera mieux. C'est pas vrai. Il faut plutôt retenir l'eau, l'infiltrer, donc avoir des surfaces d'infiltration, donc des infrastructures agroécologiques, des haies, des bandes enherbées, des rivières qui méandrent pour que l'eau elle puisse descendre, des zones humides. Ça stocke l'eau quand elle tombe, et notamment en hiver, et ça la restitue quand il y en a moins. Et donc, si on veut avoir des plantes qui poussent l'été, vous avez intérêt à stocker l'eau en hiver, et la meilleure bassine, c'est celle qui est sous nos pieds. Et parce que ça ne s'évapore pas quand c'est sous nos pieds, et ça se restitue progressivement. Et donc, réapprendre que l'écosystème vivant, il est plus résilient et nous permet de mieux nous adapter, ce n'est pas complètement évident au premier abord, mais c'est quand même ça qui nous permet de trouver des solutions. Et donc, vivre avec la nature, c'est une part de la solution hyper importante si on veut s'adapter à l'évolution de notre climat. Bon. Merci, monsieur le directeur. Je vais donner la parole à monsieur Mathieu. Merci, monsieur le président. Bonjour, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Vous dire d'abord que je suis accompagné d'Anne Ducrest, qui est la directrice des opérations de Veolia France, qui pourra vous donner, et on a pensé que c'était important, vous donner quelques retours vraiment de terrain de ce qu'on a vécu cet été. Alors, dans notre propos liminaire, d'abord vous remercier de l'invitation qui est faite à Veolia d'intervenir dans cette commission. Veolia France distribue l'eau pour un Français sur 3. On a 15 000 salariés sur le territoire. On gère plusieurs milliers d'usines de traitement d'eau et on est évidemment très concerné par tous ces sujets de la politique de l'eau. Moi, je partage complètement le diagnostic qui a été posé par les solutions qui ont été évoquées par les deux prédécesseurs, Olivier Thibault et Thierry Caquet. On a eu un été qui a été en effet très, très difficile et qui annonce les suivants, parce que quand vous regardez ce que nous disent les experts, on peut penser à Météo France et à d'autres, dans un horizon d'une vingtaine d'années, l'été 2022, ce sera la représentation d'un été sur 3 en France. Et donc on va arriver dans un si on voulait renforcer la sensibilisation du public, on aurait presque envie de dire on va arriver dans des températures et dans des climats semi-arides. Ce que nos voisins européens, en tout cas on pense à ceux du Sud et notamment à l'Espagne et un peu à l'Italie, ont vécu quelques années avant nous. Donc nous, notre conviction, et je laisserai Anne développer ce qu'elle a vécu et ce que ses équipes ont vécu en gestion de crise cet été, elle est qu'en effet, il y a une nouvelle donne, que la prise de conscience des citoyens est en train de s'opérer, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas passer des étés, déjà l'été qu'on a vécu, plus regarder les JT tous les jours qui nous parlent de l'eau, sans une prise de conscience. Les Français, il y a une vingtaine d'années, il y en avait à peu près 1 sur 3 qui craignait un manque d'eau dans sa région. Aujourd'hui, c'est plus du double. Donc cette prise de conscience, elle est importante, et c'est pour ça qu'il est important pour toutes les parties prenantes de la politique de l'eau de la renforcer et de trouver les bonnes solutions. Alors on est évidemment très satisfait de voir que dans les plans du gouvernement, le premier plan qui a été annoncé, on l'attend avec impatience évidemment, est celui qui concerne l'eau. Nous, notre conviction, elle est multiple. Elle est que d'une part, il faut évidemment réinvestir sur les services publics d'eau et d'assainissement. On l'a fait insuffisamment. Il y a eu le critère d'alerte qui a été celui du renouvellement des canalisations. Vous peut-être connaissez ce chiffre qui dit que 0,7% des canalisations sont renouvelées chaque année, ce qui est l'équivalent de durée de vie théorique des canalisations d'à peu près 150 ans.
Donc ça, c'est pas une réalité, mais c'est surtout une vision du sous-investissement. Et une fois qu'on a cette alerte sur le sous-investissement, la réponse n'est pas il faut partout et en tout temps multiplier par 2 ou par 3 les investissements. Elle est beaucoup plus ciblée. Olivier Thibault a eu 100 fois raison de souligner que ce sont des sujets locaux et temporels. Très important. La temporalité, elle n'est pas assez prise en compte dans les lois. Si vous regardez par exemple l'interdiction de faire des tarifications dégressives de l'eau, et ben vous allez voir, en zone de ZRE, on ne peut pas faire de tarification dégressive, et c'est évidemment souhaitable, mais ça ne dit rien de la temporalité. Et comme l'a dit Olivier, parfois il y a trop d'eau, et puis parfois il n'y en a pas assez. Et puis on pense qu'il faut réinvestir, il faut aider les collectivités à le faire, c'est un grand sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on déclenche l'acte d'investissement. Il y a une forme de tyrannie du prix de l'eau en effet dont il faut réussir à se sortir, et puis il faut aider les collectivités certainement avec plus de programmation publique locale. Peut-être qu'on vit aussi aujourd'hui les effets retours du retrait des DDA, des DDE, de l'ingénierie publique, qui fait que les collectivités sont moins accompagnées dans leurs investissements. Et quand on parle d'interconnexion des réseaux, il y en a beaucoup qui se sont faites à cette époque-là, parce qu'il y avait un intérêt à mailler le territoire. Et puis dernier point, on pense qu'il faut développer la culture de la responsabilité. C'est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on est avec une ressource qui est limitée, chaque acteur qui va prélever sur la ressource doit s'engager à quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit bien l'engagement qu'on peut attendre du monde agricole, qui est à la fois d'ailleurs de mieux compter l'eau, de faire évoluer les process de culture, de mieux irriguer, d'être plus précautionneux, d'avoir plus de sobriété. Le monde industriel est aussi sous pression. On a eu beaucoup de retours d'industrie après l'été qui sont venus nous voir, ou d'activités économiques diverses, on peut parler des golfs, des activités de tourisme, des activités de kayak, qui sont venus nous voir en disant comment est-ce qu'on va faire pour continuer à développer nos activités, comment est-ce qu'on va faire pour continuer à implanter aussi sur les territoires les industries dont la France a besoin. Et donc la culture de responsabilité, elle est dans tous les acteurs, et y compris les acteurs de la gestion, et on le prend pour notre compte, de la gestion des services publics d'eau et des collectivités. Là aussi, évidemment que l'alimentation en eau potable est un prélèvement prioritaire dans les nappes. On ne peut pas dire autre chose, mais ça oblige quand même. Et ça oblige notamment à limiter les pertes en eau. Aujourd'hui, Anne en parlera, mais vous savez qu'il y a 1 litre sur 5 qui est perdu. C'est pas une mauvaise, il faut le dire, c'est pas un mauvais rendement comparé à nos voisins européens, mais on peut faire beaucoup mieux. Et on peut faire beaucoup mieux notamment dans des zones où il y a encore 50% de fuite. Et donc j'ai envie de dire, quand il y a 50% de fuite, on a quand même du mal, en période de sécheresse, à aller évoquer la priorité absolue du service public d'eau par rapport à d'autres. Donc ça oblige aussi à progresser, et il y a beaucoup de réformes qui vont aller dans ce sens-là. Oui, bonjour mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Donc je suis Anne Ducrest, en charge de la direction des opérations pour Veolia Eau France. Je vais vous dire quelques mots sur l'été que nous avons vécu et puis les solutions technologiques que nous travaillons avec nos collectivités clientes. La première chose, c'est que cet été a été effectivement un été très différent des précédents, beaucoup plus intense, ce qui éveille chez nous une vraie inquiétude pour l'avenir. Nos équipes ont été extrêmement mobilisées sur les crises cet été. Nous avons été amenés aussi à faire des supports entre nos équipes régionales d'une région à l'autre pour pouvoir faire face à cet été particulier. J'ajouterais aux questions de disponibilité de ressources et de risque de rupture d'eau, les incendies qui mobilisent quand même l'accès à l'eau. Et, les incendies, enfin voilà. Ce que j'ajouterais, les enjeux que nous avons rencontrés, c'est d'une part l'accès à la ressource, la disponibilité de l'eau, mais aussi, je tiens à le dire, la qualité de l'eau. Parce que lorsque les débits des fleuves baissent, eh bien, les polluants sont concentrés, plus difficiles à traiter. Lorsque la température de la ressource augmente, les polluants sont plus difficiles à traiter et nous avons besoin de mettre beaucoup plus de réactifs et des effets secondaires sur la qualité de l'eau derrière. Donc une vraie inquiétude sur non seulement la disponibilité, mais la qualité du traitement de l'eau par la suite.
Alors, pour aller très vite, quelques éléments de solution. Olivier Thibault a cité les sujets d'interconnexion qui permettent de secourir un territoire avec un autre, et c'est important, puisque, comme vous le savez, l'eau est territoriale et n'est pas nationale, et donc on n'a pas de flux simple. Les autres solutions, la première chose, c'est travailler sur le rendement de réseau. Tristan Mathieu l'évoquait. Aujourd'hui, la moyenne du rendement de réseau est autour de 79 à 80% nationalement. Dans nos services, on attend 82%. Ces 3 points de rendement de réseau, ça représente 150 millions de mètres cubes chaque année. Ce n'est pas négligeable. On n'ira jamais à 100%, mais on peut atteindre des niveaux jusqu'à 82% en mobilisant de la technologie. Des solutions digitales qui nous permettent de suivre en temps réel et d'identifier plus facilement les zones où des fuites sont à réparer. Évidemment, il faut faire des investissements derrière. On mobilise aussi d'autres types de technologies avec de la recherche de fuites par satellite, par exemple, mais on mobilise aussi des solutions, est-ce que je les qualifierais de fondées sur la nature, en tout cas en utilisant la capacité des chiens, par exemple, à repérer des fuites dans certaines situations. Donc on cherche des solutions technologiques et humaines pour arriver à résoudre, et c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la sobriété des usagers. L'année dernière, donc nous équipons aujourd'hui Veolia en France, c'est près de 3,8 millions de compteurs qui sont télérelevés ou radiorelevés, ce qui permet de suivre les consommations des personnes et de leur donner la capacité à repérer leurs fuites. Et par nos équipes aussi signalent ces fuites aux usagers. L'année dernière, ce sont 72 000 fuites qui ont été signalées chez des usagers, ce qui a permis d'économiser quand même 4 millions de mètres cubes. Donc on a des solutions aussi en mobilisant les usagers et en les accompagnant avec de la technologie comme le télérelevé. Et puis une autre solution, c'est chercher les ressources alternatives. La réutilisation des eaux usées. Nous avons lancé l'année dernière un grand plan de mobilisation sur une centaine de sites que nous avons identifiés. Sur cette centaine de sites, en mettant en place des solutions de réutilisation des eaux usées à la maille du site, on imagine pouvoir déjà économiser 3 millions de mètres cubes. C'est toujours ça, mais il faudrait aller beaucoup plus loin sur la réutilisation des eaux usées. Là, on est sur des usages locaux. On pourrait travailler sur la réutilisation vers de l'agriculture ou vers d'autres usages. Juste pour se situer, l'Espagne est aujourd'hui à près de 15% de réutilisation des eaux usées, là où en France, nous n'y sommes pas. Le climat de l'Espagne sera le climat de la France demain. Et donc, il faut nous préparer à cela et nous investissons sur des solutions de réutilisation des eaux usées. Nos exploitants s'y forment, nos ingénieurs s'y forment, nos chercheurs y travaillent. Et puis le dernier point que je citerai quand même, puisque Olivier l'a cité, les solutions fondées sur la nature. Nous bénéficions aussi de l'expérience d'autres pays. Pour utiliser ces solutions, bien sûr, il faut faire de la nature notre allié. Nous ne sommes pas là pour faire de la technologie à tout crin, nous sommes là pour assurer que dans la durée, nous ayons ensemble de la ressource et de la capacité à fournir en particulier de l'eau potable, mais aussi les autres usages. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants. Cette table ronde sur la résilience hydrique est parfaitement dans l'actualité, puisque le ministre présente aujourd'hui ou a fait une conférence sur le plan sobriété eau du gouvernement face à cet été 2022 avec ces 700 communes qui ont connu des difficultés d'approvisionnement en eau potable, et puis les prévisions du GIEC qui ont été rappelées avec une baisse du niveau des cours d'eau entre 10 et 40% d'ici 2050. Donc il faut agir. Tout ce que vous avez dit d'ailleurs recoupe beaucoup de propos qu'on peut tenir dans cette commission sur la nécessité d'investir davantage dans les réseaux, d'avoir davantage de financement public et d'accompagnement pour les collectivités locales. Et on avait d'ailleurs eu l'occasion d'en parler au ministre dans le débat préalable à la loi de finances. Et j'avais posé la question sur est-ce qu'il faudra une nouvelle loi sur l'eau. Alors, par rapport à tout ce que vous avez dit les uns et les autres sur le territoire, la gouvernance, le ministre a dit que non, pas de nouvelle loi sur l'eau. Mais si on veut politiser le sujet de l'eau, un débat législatif permet de le faire. Alors quelle est votre position par rapport à cette question d'une nouvelle loi sur l'eau pour mettre en œuvre justement la planification écologique autour de l'eau, et puis faire en sorte de simplifier. Le Sénat
lance également les états généraux de la simplification. Là aussi, on a entendu beaucoup de monde où il est nécessaire, dans la nébuleuse autour de l'eau, de simplifier. J'avais une question pour Veolia, mais vous l'avez un peu abordé, mais est-ce que vous pouvez développer sur tout ce que les travaux que vous entreprenez en termes de recherche et développement pour améliorer l'efficience et le rendement des réseaux, et notamment l'utilisation de nouvelles technologies, le pilotage informatisé. Enfin, là aussi, on a besoin d'avoir des informations optimistes sur ces questions-là, et puis également ce qui est engagé pour réduire les nouvelles sources de pollution. Je pense notamment aux microplastiques et résidus médicamenteux qui inquiètent beaucoup nos concitoyens et les élus locaux en particulier. Vous avez évoqué la réutilisation de l'eau. Je pense que beaucoup de collègues vous interrogeront sur cette question-là également, mais je pense qu'il est important que vous puissiez développer pour qu'en France, on avance sur ces questions-là. Et puis pour terminer, pour mettre de l'eau au moulin, pour reprendre la formule du président, je voudrais profiter de la présence de M. Thibault pour évoquer le sujet de la continuité écologique et pour qu'il nous fasse état un petit peu de sa perception du sujet depuis l'adoption de l'article, du fameux article 49 de la loi Climat et Résilience, dans le contexte où la France cherche à intensifier le déploiement des énergies renouvelables. Alors, comment, de votre position nationale, vous avez vu évoluer le dialogue entre l'administration et les propriétaires d'ouvrages hydrauliques? Des difficultés subsistent-elles, je suppose? Et est-ce que des études plus approfondies sur les incidences des ouvrages hydroélectriques ont-elles été lancées, comme le recommandait un rapport que le Sénat avait produit d'ailleurs en mars 2021? Et sur un sujet connexe, le médiateur de l'hydroélectrique a été nommé le 9 décembre dernier pour la région Occitanie, qui a pour mission d'aplanir les désaccords et difficultés concernant une installation hydroélectrique autorisée ou un projet. Est-ce que vous jugez que ce type de solution est utile, sachant que dans la CMP sur les ENR, il est prévu une extension sur le niveau national? Là aussi, est-ce que vous pouvez faire part de votre observation sur cette question? Merci. Je vais regrouper un certain nombre de questions et puis vous répondrez. Je donne la parole à M. Demilly. Merci, Monsieur le Président. Merci aux différents intervenants. Moi, je voudrais vous parler de nos agriculteurs qui sont en première ligne face aux pénuries et qui, vous le savez, sont garants de notre souveraineté alimentaire. Les projections climatiques semblent montrer qu'à terme, sur l'ensemble du territoire, la diminution des cours d'eau sera de 10 à 40% pour une majorité de bassins. Les conclusions du Varenne agricole de l'eau 2022 ont d'ailleurs souligné l'urgence d'agir en identifiant l'ensemble des leviers, dont la création de nouvelles réserves de récupération des eaux pluviales. Alors, Monsieur Thibault, vous avez parlé d'adaptation tout à l'heure. On évoque d'autres ressources possibles, comme par exemple la réutilisation des eaux usées. Madame en a parlé il y a un instant. Que pensez-vous de cette idée ? Et d'une façon plus générale, quelles sont les concertations que vous menez et les mesures que vous envisagez de prendre pour mieux inclure les acteurs du monde agricole, territoire par territoire, je l'ai bien compris, dans la gestion de cette ressource en eau? Merci. La parole est à M. Rojoy. Merci, Monsieur le Président. Tous les quatre, moi, je voudrais vous parler prix du mètre cube d'eau. Après des tarifs relativement stables ces dernières années, l'eau, comme les autres ressources, fait face à une envolée des prix. Au 1er janvier, de nombreuses collectivités et syndicats ont été obligés de voter des hausses de tarifs, quelquefois très élevées, sur le prix de l'eau. Cette hausse est souvent expliquée par la mise en œuvre de processus énergivores dans la partie mécanique, par exemple, effectivement, le pompage de l'eau, l'acheminement et l'usage de produits dont le coût a augmenté lié avec l'augmentation du coût du pétrole. Les augmentations qui ont été annoncées par les différentes collectivités locales vont de 6 à 12% par rapport au prix de référence. Et en fonction de cette fourchette, on peut en déduire que globalement, une famille moyenne en France voit le coût annuel de l'augmentation du prix de l'eau potable aujourd'hui de l'ordre de 40 à 60 € de plus.
Alors, vous avez parlé ici de Explorer, enfin, je ne sais pas, votre système qui permet... non, c'est pas Explorer, c'est ça, qui permet de projeter l'avenir. Alors moi, je vous interroge. Je voudrais savoir, pourriez-vous nous indiquer quelle vision prospective vous avez sur l'augmentation qui va avoir lieu du mètre cube d'eau en France? Et la logique, c'est peut-on arriver à une explosion d'ici 5 ou 10 ans du prix du mètre cube? Je n'ai pas trouvé de chiffres pour l'année 2023, évidemment, 2022 non plus. En 2018, le prix moyen en France du mètre cube d'eau était de 4,08. Combien était-il en 2022? Et si vous pouvez nous projeter ce que ce sera dans 5 à 10 ans. Merci. La parole est à Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Merci pour les propos des uns et des autres. Alors, moi, je vais surtout vous parler rendement des réseaux et puis échelle territoriale. Chaque année, principalement en période estivale, on assiste, comme vous l'avez rappelé les uns et les autres, à de nombreux problèmes d'alimentation en eau potable dans certaines communes ou parties de communes. On est donc obligé de mettre en place des rotations de camions-citernes, ce qui demande évidemment aux élus une rationalisation de l'eau disponible, mais aussi le règlement de factures importantes. Les différents modes de gestion ont engendré des investissements plus ou moins prononcés, et qui n'ont jamais été à la hauteur des besoins, ce qui n'est pas sans conséquence donc sur le rendement des réseaux. Aujourd'hui, beaucoup de départements font le choix de syndicats d'alimentation en eau potable, donc au niveau territorial, au niveau du département, ce qui permet d'interconnecter les réseaux et de bénéficier d'une eau de qualité et en quantité disponible partout. Pour certains, cette solidarité est mal vécue, car il existe un sentiment que les meilleurs élèves paient pour ceux qui n'ont jamais investi dans leur réseau. Moi, j'aimerais donc savoir, pour vous, quel est l'échelon territorial le plus adapté à une gestion publique de l'eau? Ou bien y a-t-il des niveaux, si vous n'êtes pas capable de me dire quel est le meilleur échelon territorial, y a-t-il des niveaux en tous les cas à éviter pour que les investissements soient garantis avec un rendement bien sûr optimal des réseaux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Perrault. Merci messieurs, merci Président. J'ai quelques réflexions. Les retenues d'eau douce, les bassines sont à chaque mise en place conflit entre les habitants, les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs. Pourtant, mon département possède 5000 hectares de réservoirs d'eau douce, les réservoirs Seine et Aube, abritant une très grande biodiversité. Il existe des territoires comme chez moi, dans plusieurs endroits de France, qui ne demandent qu'à servir d'exemple. Alors pourquoi l'État ne se sert-il pas plus de ce qu'il possède pour démontrer, prouver entre autres, qu'une retenue d'eau deviendra avec le temps une superbe réserve d'eau, mais aussi de biodiversité, et éviter ainsi les conflits qui ralentissent le développement des territoires? Autre chose aussi, les drainages des prairies pour en faire des terres céréalières, c'est catastrophique. C'est catastrophique aujourd'hui pour les plantes, mais aussi pour le bâti, car les prairies entouraient les villages et servaient de tampons, évitant ainsi des dérangements importants dans le bâti. Et ça, on le voit de plus en plus. Et aussi une autre réflexion, dans mon département, un syndicat d'eau a été créé en 1943 par des élus précurseurs, et c'est vrai que nous avons quand même une gestion des réseaux et de la distribution d'eau qui est quand même de bonne qualité. Merci. Et puis pour terminer cette série de questions, j'ai donné la parole à Madame Bonnefoy. Merci Président. Je voudrais remercier aussi nos intervenants pour la qualité de leur intervention. Ce jeudi à Jarnac, en Charente, mon département, a été présentée la stratégie de résilience à l'horizon 2050 par l'établissement public territorial du bassin du fleuve Charente. Le territoire s'organise donc pour s'adapter au changement climatique et définir une stratégie de long terme. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette étude globale qui fourmille de propositions d'adaptation et qui répond à ce que disait tout à l'heure Monsieur Thibault? Je tiens donc à saluer cette démarche, qui est une démarche prospective et participative, qui redonne à l'eau son caractère essentiel, à savoir qu'elle fait partie du patrimoine commun de la nation. Je suis d'ailleurs très attachée à cette notion qui est définie dans le Code de l'environnement, car elle permet de garantir la maîtrise publique de la gestion de l'eau.
À l'heure où nous connaissons des tensions sans précédent sur cette ressource, il est donc impérieux de refonder nos usages de l'incitation à l'aménagement du territoire. Prenons par exemple la question de la zéro artificialisation nette que nous examinerons prochainement. Ce sujet est étroitement lié à la gestion de l'eau en matière d'infiltration, de l'adéquation besoins-ressources ou encore de la préservation des continuités écologiques. Donc quel est votre point de vue sur l'articulation entre le ZAN et la gestion de l'eau ? Ce changement de paradigme doit être entendu par l'ensemble des usagers et des décideurs, ainsi comme nos collègues de la délégation à la prospective. Je suis d'avis de repolitiser l'eau en redonnant aux élus la capacité technique d'arbitrer les choix stratégiques sur la répartition des usages de la ressource en eau. Sur les usages agricoles notamment, si nous voulons éviter les conflits à venir, je suis pour développer un organisme unique de gestion collective qui aurait en charge la gestion, la répartition des volumes d'eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé. Ainsi, l'accès à l'eau serait recentré dans une instance décisionnelle unique, ce qui aurait l'avantage, selon moi, de replacer au centre de la ressource un acteur public et de faciliter une vraie transition agroécologique indispensable à une gestion plus économe ainsi qu'à une meilleure qualité de l'eau. Sur ce sujet de la transition agricole, comment envisagez-vous l'outil des paiements pour services environnementaux dont quelques agences de l'eau se sont saisies pour emmener le tissu agricole dans un cercle vertueux de bonnes pratiques? C'est le cas par exemple pour Eau du bassin rennais que vous devez connaître. Que pensez-vous de la démarche initiée par la métropole de Montpellier, visant à mettre en place une bonne tarification de l'eau? Le système qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier consiste, vous le savez certainement, à préserver gratuitement les 15 premiers mètres cubes d'eau potable. Ensuite, le prix augmente en fonction de la consommation d'eau. L'idée, c'est de récompenser les familles les plus économes et de sanctionner celles qui sont les plus grosses consommatrices. Est-ce que vous considérez que cette innovation est une démarche à reproduire? Et dernière question, que pensez-vous de donner une personnalité juridique à des cours d'eau? Merci. Je vous propose de répondre, mais pas répondre chacun à toutes les questions, de cibler les réponses que vous voulez donner à mes collègues. Merci. J'en ai noté un certain nombre pour l'administration, quand même, de questions là. Alors, il y a des choses où je vais être court. Monsieur Chevrollier, mon ministre a par nature raison. Donc, s'il dit qu'il n'y a pas besoin de loi, il n'y a pas besoin de loi. Et donc, voilà. Ce dont je suis sûr, il y aura des sujets législatifs. Après, faut-il qu'il y ait une loi spécifique sur l'eau? Ça, c'est un sujet politique qui n'appartient qu'à mon ministre. Mais sur les sujets législatifs, vous parlerez d'eau, ne serait-ce que dans les lois de finances, parce qu'il y a des sujets de fiscalité, des sujets de plafond, des sujets de redevance qui vont revenir. Ce que dit mon ministre, et pour le coup, je pense que c'est important, c'est qu'il faut agir tout de suite. Il ne faut pas attendre. Et donc, imaginez que lancer maintenant un grand débat pour construire une nouvelle grande loi sur l'eau dans 2-3 ans, ça risque de nous freiner ou de nous ralentir pour 3, 4, 5 ans, alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire maintenant, tout de suite. Et donc, son choix, c'est le choix de l'action. Et donc, c'est aussi ça, la planification écologique, avec à la fois du moyen et du long terme. Je pense qu'il y aura des choses législatives quand même qui viendront, mais il faut agir tout de suite. Et il y a plein de choses qui peuvent se faire avec le cadre législatif que l'on a aujourd'hui, en bougeant un peu le cadre réglementaire, en le simplifiant, en libérant un peu les territoires. Voilà la façon de répondre. Sur la continuité écologique, bon, c'est un sujet difficile pour nous, parce que c'est un sujet de conciliation d'usage qu'on a souvent envie d'opposer alors qu'ils sont liés. Donc, il y a plusieurs choses derrière. Il ne faut pas opposer patrimoine et biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose où on se laisse assez facilement aller. C'est soit des moulins, soit du patrimoine ancien, soit de la biodiversité. On peut évidemment vivre avec les deux, mais ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, et il faut trouver des conciliations. Et ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas trouvé les moyens d'avoir une politique apaisée de cette continuité écologique. Je veux dire, ça continue à se taper dessus dans les territoires sur ce sujet. Et puis après, il y a le sujet
énergie hydroélectrique versus continuité écologique. Je rappelle chaque fois que la France est un grand pays hydroélectrique. Hein. Je veux dire, quand on regarde dans notre mix énergétique la force de l'hydroélectricité par rapport, on n'a pas du tout à rougir. Hein. Et donc là, c'est toujours des histoires de coût-bénéfice. C'est-à-dire, partout où on pouvait faire des grands barrages rentables, on les a fait en fait. Hein, et on les a fait il y a longtemps. Et il ne s'agit pas de les détruire, il s'agit plutôt de les optimiser parce qu'en renouvelant le matériel, en fait, on peut gagner quand même pas mal de puissance installée. Et donc après, il faut faire attention pour gagner quelques kilowatts en plus, ne pas aller détruire des réservoirs biologiques. Voilà. Donc, la position de l'administration aujourd'hui, c'est de dire on a des cours d'eau classés. Les cours d'eau classés lycéens, c'est 7% du territoire. Alors, on peut dire que c'est trop, on peut dire que c'est pas assez. Enfin, en tout cas, c'est 7% du territoire. Et on essaye de sauvegarder ces 7% de continuité écologique sur ces territoires. Bon. C'est pas apaisé, on n'a pas trouvé les bons outils pour le partager, pour trouver les moyens d'investir, d'accompagner comme il faut. Donc, dans vos questions, il y avait le médiateur. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que partout, on va réussir à mettre des gens qui vont permettre à chaque partie prenante de se parler et de trouver de manière le plus rationnelle possible des solutions, parce qu'il y en a des solutions. Hein. Écoute, il faut y aller. Et donc, la généralisation de ce médiateur, ça va arriver un peu plus vite que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais enfin bon, je pense que ça ne peut pas être une mauvaise chose. Et pour moi, ce qui est important, encore une fois, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut que les gens aient une visibilité sur ce qui s'impose et sur les contraintes qu'on a. Je trouve que le pire, c'est de laisser croire qu'il n'y a pas de contraintes, laisser investir et puis après ramener les contraintes. Voilà. Et donc, quand on a la visibilité des contraintes qu'on a sur certaines parties du territoire, je veux dire, on l'intègre dans son modèle économique. On sait qu'il faudra faire une passe à poisson, on sait qu'il faudra faire une rivière contournement des fois, on sait qu'il faudra faire attention à ne pas turbiner à certaines parties de l'année quand les allos descendent, vraiment des choses comme ça. Et à partir de là, ça permet d'avoir de la visibilité et donc d'investir. Voilà. Donc, encore une fois, mais ça vous le savez, on essaye de ne pas opposer ces politiques, on essaye de les concilier, et c'est objectivement pas facile. Alors, après, M. Demilly, sur l'agriculture, là aussi, hein, il faut concilier les usages. Et l'agriculture est absolument essentielle dans notre système, y compris pour la biodiversité. Ça, je le redis souvent aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on a une biodiversité qui ne va pas bien, des courbes qui ne sont pas dans le bon sens. Alors ça va plutôt pas trop mal dans les forêts, moins bien dans les grandes plaines. Hein. Enfin, je veux dire, si je fais un peu caricatural et simple. Donc ce dont on a besoin, c'est d'avoir de l'agriculture compatible avec les enjeux environnementaux qu'on a dans ces territoires. Et donc ce n'est pas n'importe quelle agriculture, n'importe où. Donc aujourd'hui, quand on dit conciliation des usages, je veux dire, l'agriculture que l'on met dans nos bassins d'alimentation des captages d'eau potable, je veux dire, c'est mieux si elle ne pollue pas trop l'eau à l'amont pour éviter d'avoir à investir des sommes énormes pour traiter l'eau après. Ça ne veut pas dire pas d'agriculture dans les captages. Ça veut dire une agriculture avec moins d'intrants, de l'élevage extensif, ça marche très bien. Des systèmes avec des haies, des prairies, ça marche très bien. De l'agriculture biologique, ça marche bien. Et donc, on a tout un tas de choses qui sont totalement compatibles. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir les outils d'accompagnement de l'agriculture pour qu'on ait la bonne agriculture. L'agriculture compatible avec les enjeux du territoire dont on parle. Et donc, on ne va pas dire la même chose dans la Beauce à des endroits où il n'y a pas de sujet d'eau, à des endroits où on est dans le périmètre de captage, à des endroits où il n'y a personne et donc il n'y a pas de problème, etc. Et derrière, et c'est une question qui a été posée derrière, plus tard, c'est Madame Bonnefoy, moi j'y crois beaucoup au paiement pour services environnementaux. Je pense que c'est une partie de la solution. C'est-à-dire qu'on a un système pour l'agriculture avec des mesures agro-environnementales et climatiques dans le pilier 2 de la PAC. Ça, on indemnise une perte de rendement et ça marche pour certaines choses quand on veut baisser une fréquence de traitement, quand on veut forcer à avoir un certain nombre de choses qui font perdre des rendements. Les paiements pour services environnementaux, c'est un truc complémentaire et à mon avis qu'il faut développer plus, où là, on va rémunérer explicitement des actions qu'on veut faire porter par des parties prenantes qui peuvent être des agriculteurs pour faire des choses qui vont être bonnes pour l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, pour le coup, j'ai un attachement particulier parce que j'ai personnellement participé à la première notification de ces paiements pour services environnementaux quand j'étais à l'agence de l'eau Artois-Picardie.
On me disait à l'époque que ça n'intéresserait jamais les agriculteurs parce que c'était en faire des jardiniers du paysage ou des choses comme ça. Ça a super bien marché parce qu'on arrive à rencontrer notre public et puis ça donne du sens à ce qu'on fait. On ne fait pas semblant de payer par une MAE un truc qui n'est pas une MAE. Et donc moi j'y crois beaucoup. Il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment et c'est aussi un moyen de rendre compétitifs certains usages qui, sans ça, disparaîtront. Parce que si à la fin, on perd notre agriculture, ça renvoie à la souveraineté alimentaire. Il faut quand même qu'on arrive à se nourrir, mais il faut aussi qu'on boive. Enfin, je veux dire, et donc, il faut réussir à concilier tout ça. Sur la réutilisation des eaux usées, on est mauvais, mais il faut faire attention dans les comparaisons avec les voisins d'à côté. Hein, parce que, certes, en Espagne, ils sont à 18%, mais quand vous n'avez plus d'eau dans la rivière et que vous utilisez l'eau des stations d'épuration pour aller directement irriguer les exploitations agricoles à côté, en France, on a encore un peu d'eau dans les rivières, mais on fait de la réutilisation cachée, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez les débits des cours d'eau de nos rivières en été, vous avez plein d'endroits, on monte à 40%, 50% du débit, c'est l'eau des stations d'épuration. Et dans le sud, encore plus que dans le nord. Hein. Bon. En fait, les agriculteurs, ils pompent cette eau dans les rivières. On n'appelle pas ça de la réutilisation des eaux usées, hein, mais si on s'amusait à sortir cette eau des stations d'épuration et l'utiliser directement sur de l'agriculture, vous devriez supprimer des pompages qui aujourd'hui sont dans la rivière. Vous voyez? Donc, il faut faire un peu attention à ces chiffres. Une fois qu'on a dit ça, on est à moins de 1%. Je veux dire, il faut qu'on change de braquet hein, sur la réutilisation des eaux usées. Donc là, derrière... C'est là encore un sujet un poil compliqué, hein, parce que dans l'eau, hein, c'est jamais complètement simple. Il y a un enjeu sanitaire fort. Et aujourd'hui, ce qui nous bloque dans le développement, c'est les enjeux sanitaires. On a appris et on a pris l'habitude en France de ne pas se poser de questions quand on a de l'eau. Elle doit forcément être potable pour tout ce qu'on a autour de nous. Et à partir de là, chaque fois que vous allez autoriser de l'eau, il faut qu'elle soit potable. Et donc, c'est ce qu'on a mis derrière ce qu'on appelle les usages domestiques. Mais je peux vous donner des exemples qu'on vit tous les jours. Hein. Moi, j'ai des collectivités qui ne peuvent pas arroser leur pelouse de foot parce que on nous dit que si un gamin vient lécher la pelouse, il peut tomber malade si l'eau n'est pas potable. Donc, il faut mieux arroser la pelouse avec de l'eau potable. Je veux dire, c'est des raisonnements comme ça qu'on a. Et donc là, il faut qu'on réapprenne à se dire que toute l'eau n'est pas potable. Toute l'eau n'a pas forcément à être bue et qu'il y a des fois, il faut faire attention. Et une fois qu'on sait ça, on peut se permettre des usages non potables. Et donc ça, c'est vrai pour l'arrosage des espaces verts, des pelouses, des jardins municipaux, des pelouses de foot, etc. Hein. Mais le sujet aujourd'hui, il est sur cette conciliation entre la notion de risque sur les usages et... voilà. Après, il y a un petit sujet économique aussi, hein, parce qu'il y a des endroits où ça ne se développe pas parce qu'elle est trop chère. De l'eau usée retraitée est bien plus chère que de l'eau gratuite dans la rivière à côté. Hein. Donc, il faut aussi accepter de payer au juste prix l'eau qu'on utilise. Et si ce n'est pas l'usager qui le paye, il faut bien que quelqu'un le paye. Ça s'appelle la collectivité, mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Alors, Monsieur Roujon, sur le prix de l'eau. Moi, alors ça ne fait pas forcément toujours plaisir, mais je pense que le prix de l'eau en France n'est pas aujourd'hui à son juste prix. Je suis persuadé que si on est rationnel et si on veut, dans la durée, répondre aux enjeux qui sont devant nous, il va falloir augmenter un peu ce prix de l'eau. Alors, ça ne veut pas dire l'augmenter pour alimenter des trésoreries ou... des grandes entreprises, le prix de l'eau doit correspondre au service rendu. Et ce service rendu, ça doit permettre d'entretenir le patrimoine, première chose, et permettre de distribuer une eau potable à la fin quand on parle de l'eau potable. Et donc, ce qui me paraît hyper important, c'est de bien identifier le service qu'on veut avoir, d'identifier combien ça coûte et d'avoir un prix qui est cohérent avec ce service qu'on a envie d'avoir. Et donc derrière, dans un contexte de changement climatique, on a besoin d'interconnexion, on a besoin de solutions de secours, on a besoin de réseaux en suffisamment bonne qualité. Et donc ça a un certain coût. Et c'est vrai que l'énergie a largement augmenté. Donc ça a augmenté. Une fois qu'on a dit ça, et c'est un point important, il y a eu la loi Brottes, puis après on a élargi le système. Il faut être capable d'apporter des réponses
à nos concitoyens les plus fragiles. Parce que le vrai sujet de l'eau, c'est pas qu'elle est chère ou pas chère. Je veux dire, 2/3 des Français ne savent pas combien ils payent l'eau. Aujourd'hui encore. Je veux dire... hein? Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est cruel parce que, enfin, moi qui vis dans le monde de l'eau depuis 20 ans, je veux dire, j'ai l'impression que c'est évident, mais en fait, non. Et donc, on ne sait pas. Alors, pourquoi on ne sait pas? Alors, d'abord, tous ceux qui sont dans les habitats collectifs ne voient pas de facture d'eau, donc ne savent pas trop ce que c'est. Et puis, derrière, quand vous êtes en dessous de 1% de votre revenu, en fait, ce n'est pas ça qui va vous contraindre ou qui va vous piloter dans la façon dont vous allez gérer votre budget. Si on dépasse les 3%, si on dépasse les 5%, là, ça devient un vrai sujet. Et donc, vous avez des populations qui sont fragiles, pour lesquelles le prix de l'eau devient un sujet. Et donc là, c'est l'histoire de la tarification écologique progressive et solidaire. Donc, il faut que ce soit progressif parce que, enfin, dans notre monde un peu, je veux dire, consumériste, tout ce qui n'a pas de prix ne vaut rien. Et donc, de l'eau gratuite, on la gaspille. Donc il faut que ça ait quand même un certain coût si on veut l'utiliser rationnellement. Et donc ceux qui en utilisent beaucoup, c'est quand même légitime qu'ils payent plus. Mais après, il faut des forces de rappel. Et donc c'est la partie solidaire pour que ceux qui n'ont pas la capacité de le payer puissent avoir une aide. Et là, c'est au choix des collectivités aujourd'hui. Les premiers mètres cubes gratuits, c'est une possibilité. Un chèque eau, c'est une autre possibilité. Enfin, je veux dire, c'est au choix des collectivités. Par contre, si on ne met pas en place ces mécanismes de solidarité, derrière, on va exclure une partie de notre population, et ça, c'est quand même un vrai problème. Vous voyez, donc pour moi, le prix de l'eau, il a plutôt vocation à augmenter un peu, parce que le service dont on a besoin est plus important que ce qu'on pouvait dire il y a 10 ans, et il faut des mécanismes solidaires. Ouais. Vous ne répondez pas à ma question. La problématique, nous la connaissons, mais vous n'avez aucune projection. Mais alors ça, je vais laisser l'expert. Le mètre cube d'eau que les Français vont payer dans les 5 à 10 ans. Aujourd'hui, non mais ça tu le diras. Mais il va le dire, ne vous inquiétez pas. Mais je pourrais vous le dire, hein, mais oui, ça va augmenter. Oui. Alors, on a encore 10 demandes de parole. Sur le syndicat départemental d'eau, pour moi, la question, mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, hein, la vraie question, c'est quel service vous voulez avoir. Aujourd'hui, une commune toute seule, notamment tête de réseau, qui a une ressource fragile, est en situation où elle va avoir des problèmes. On ne sait pas si c'est aujourd'hui, demain, etc. Donc il faut construire des solutions plus résilientes. Et donc, voilà. Donc la commune toute seule, pour moi, c'est en général trop fragile et c'est un problème. Deuxième chose, il vous faut un service à taille critique. Un service à taille critique, ça veut dire qu'il vous faut des gens compétents que vous êtes capable de rémunérer. Quand vous avez une commune de 600 habitants, elle n'est pas capable d'avoir un service rémunéré à la bonne échelle. Ça, c'est une réalité. Après, que ce soit un syndicat d'eau, que ce soit une communauté de communes, une communauté d'agglomération, je veux dire, ça dépend du territoire, mais il faut la taille critique pour avoir une capacité d'investissement, une capacité de réaction, une capacité à mettre en œuvre des systèmes de crise et d'avoir des gens dont c'est le métier. Voilà. Le modèle où vous avez l'agent municipal qui va mettre une pastille de chlore dans le château d'eau une fois par semaine, et c'est ça le service d'eau, c'est un truc qui a marché pendant 50 ans, qui n'est pas durable. Voilà. Que ce soit départemental ou EPCI, moi je pense que ce n'est pas à nous de le dire. Dans un département très rural, ça a souvent du sens d'aller à l'échelle départementale. Dans un département urbain, en général, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Et là, encore une fois, c'est les élus qui doivent trouver le bon système. C'est vrai que la transition est pénible. Quand on est une commune qui a investi et qu'on va se mettre avec la commune d'à côté qui n'a pas investi, c'est très frustrant. Quand on a une commune qui a un prix de l'eau bas et que celle d'à côté a un prix de l'eau plus élevé, l'harmonisation est un moment difficile, mais il faut se dire que si on veut un système qui tienne dans le temps, il faut avoir la taille qui va bien. Je m'arrête peut-être, j'ai dit les PSE, j'ai plein de choses à dire encore, mais je vais vous partager un peu. Hein. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais pas reprendre tous les points qu'a pris Olivier, avec qui je suis totalement en accord. Je voudrais peut-être en préambule revenir sur un mot que vous avez utilisé en termes de thématique pour vos travaux, c'est le mot de résilience.
Je pense qu'on n'en a pas discuté, mais c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre pendant des heures, parce qu'on n'a pas tous les mêmes définitions et visions de ce qu'est la résilience. En tout cas, si je me place du point de vue de l'agriculture, tel que INRAE promeut la transition agroécologique, une agriculture résiliente, ce n'est en aucun cas l'agriculture d'hier, même d'aujourd'hui. L'agriculture en 2030, elle sera différente et elle sera résiliente en ce sens qu'elle continuera à produire, vraisemblablement différemment, probablement des quantités différentes, mais en tout cas, il y a toujours une activité de production qui se maintient. Et on ne vise pas systématiquement le rendement maximum comme on a pu le faire pendant des dizaines d'années, avec des justifications qui à l'époque pouvaient sembler valides, mais elle est plutôt, et c'est vrai pour l'usage de l'eau notamment en agriculture, et j'en viens à répondre à certaines questions, c'est de se dire qu'une irrigation indispensable, on le sait dans certaines régions d'ores et déjà, et qui va devenir de plus en plus importante si on veut simplement maintenir, je ne parle pas de maximaliser une activité agricole, devra viser cet objectif de résilience, donc maintien d'une sécurisation de la production et non plus d'une maximalisation de la production. Je pense que c'est un message qu'on essaie de faire passer parce que ça veut dire que derrière les systèmes de production, ils doivent évoluer dans le respect des agriculteurs et dans le respect du revenu des agriculteurs. L'idée, c'est quand même que les gens puissent continuer à vivre, même si actuellement c'est difficile pour un grand nombre d'entre eux, de leur métier et puissent contribuer à la production alimentaire. Donc c'est vraiment un changement profond de viser, c'est pas la maximalisation, c'est la sécurisation. En tout cas, l'irrigation, pour nous, à INRAE, elle est vue de ce point de vue-là. Alors, par rapport à M. Demilly, qui évoquait effectivement le Varenne de l'eau, je crois que vous l'avez évoqué, bon, j'ai beaucoup participé, notamment sur la thématique 2, qui était justement sur le thème des agricultures de résilience. Et en fait, le levier de l'irrigation, le levier des retenues, il a bien sûr été mentionné, et beaucoup de gens avaient ça en tête quand ils sont intervenus dans le cadre du Varenne. Je vous rappelle, la Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, tout le monde a retenu Varenne agricole de l'eau. Juste après les assises de l'eau, ça a posé beaucoup de tensions d'ailleurs avec les participants. Et en fait, on a examiné dans le cadre de ce Varenne de l'eau un ensemble de leviers qui partent de la génétique finalement animale ou végétale jusqu'à la gestion de l'eau à l'échelle des territoires, jusqu'à un certain nombre de transitions très fortes de l'agriculture. Et donc, il ne faut pas imaginer que le seul levier disponible actuellement est le levier de stockage et usage de l'eau. C'est un des leviers parmi d'autres qui n'est pas le plus efficient, pas forcément le plus efficace, qui a un coût, ça a été dit. Et quand on parle du coût de l'eau potable, M. Rougeon a parlé du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, il faut aussi l'intégrer, et ça a été dit aussi par Olivier dans son introduction, dans l'eau qu'on va stocker dans des bassines et qu'on va éventuellement restituer après. Juste un chiffre, un ordre de grandeur, dans la vallée du Rhône, dans la Drôme, et on ne parle pas de bassines, mais d'irrigation quand même, et notamment sur le système Durance, le prix de l'irrigation a été multiplié par 2 entre 2021 et 2022, et ça continue à augmenter parce que le pompage, c'est de l'énergie, ça coûte de l'argent. Et donc, ces leviers qu'on a commencé à identifier dans le cadre du Varenne de l'eau, on les mobilise actuellement dans un exercice notamment de préparation de la prochaine loi d'orientation agricole, sous l'impulsion de Marc Fesneau. Vous savez sans doute, il y a 3 grands groupes de travail qui ont été mobilisés, sur la formation, l'autre sur la transmission et l'installation, et le dernier sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et donc, on réutilise les travaux du Varenne pour la mise en cohérence des différents leviers, parce que, et c'est un message que j'essaye de porter quand j'interviens sur ces sujets, il n'y a pas un levier unique. S'il y en avait un, on le saurait et on l'utiliserait. Donc c'est des combinaisons de leviers qui vont être à mobiliser, et ça a été une remarque qui a été faite sur l'approche départementale, je crois que c'est Mme Bonnefoy qui l'évoquait. C'est vraiment à l'échelle des territoires, des bassins de production que se passent les choses. Alors, on peut avoir une vision, alors je peux revenir sur le débat d'une nouvelle loi sur l'eau, mais je pense qu'on a déjà un arsenal législatif, et vous êtes bien placé pour le savoir, qui est très conséquent, qui n'est pas forcément toujours utilisé ou appliqué. Et donc déjà, si on appliquait l'ensemble des dispositifs, ça pourrait déjà peut-être dégager des solutions. Mais en tout cas, la prise en main à l'échelle des territoires de ces exercices de prospective, alors départementale, régionale, les régions font aussi beaucoup de choses, sur ces, notamment Nouvelle-Aquitaine, pour prolonger par rapport à la Charente, a fait ce genre de choses depuis très longtemps, sur l'adaptation du massif de Gascogne pour la forêt, etc. Et je pense que c'est une des solutions, il est par l'appropriation de la part des acteurs et de tous les acteurs, ça a été dit, pas que les agriculteurs, tous les citoyens sont concernés, doivent se sentir concernés et être effectivement mobilisés par des exercices, on va dire participatifs dans le bon sens du terme, d'échange et de partage d'une vision commune pour les territoires. Et sur la question de l'articulation avec ZAN et gestion de l'eau, c'est évident. Je l'ai évoqué rapidement en introduction, ralentir le cycle de l'eau, ça a été dit aussi par Olivier Thibault, favoriser l'infiltration, avec par exemple ces fameuses solutions fondées sur la nature. Ce sont des choses qui doivent être considérées comme des solutions sans regret, puisque effectivement, la meilleure eau, c'est celle qu'on va pouvoir capter sur le territoire et infiltrer
lorsque c'est possible, parce que celle-là va être protégée contre des altérations de qualité, parce qu'une eau qu'on stocke en plein air, elle évolue dans sa qualité, elle peut dégrader, et puis on a aussi des pertes par évaporation. Donc, vraiment, c'est important. Le drainage des prairies, Mme Perrot évoquait ça, c'est évident que pour nous, même si pendant longtemps, les agronomes ont prôné un certain nombre d'actions, de drainer des prairies et altérer des prairies ou des espaces culturaux, c'est très important. Il faut l'éviter, alors pour l'eau, mais aussi pour l'atténuation du changement climatique, parce que des prairies qui fonctionnent mal, c'est aussi des stocks de carbone en moins, il faut quand même le retenir. Quant à la question des barrages réservoirs, effectivement, puis des espaces Ramsar qu'on a pu maintenant installer sur des grands lacs à l'est de Paris, c'est quelque chose dont on peut faire la promotion. Après, il faut voir que ces barrages réservoirs ont été installés dans les années, je dirais 1960, si je me souviens bien. La situation hydrologique à venir, elle n'est pas du tout la même. Donc, méfiance par rapport à ce qui pourrait être une projection. Et puis, pour terminer, puisque sur la réutilisation, c'était beaucoup balayé par Olivier, sur la question des retenues et de se dire des modèles qu'on peut aller voir ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, on parle de la réhute notamment. On parle beaucoup de l'Espagne, effectivement. L'Espagne a anticipé, semble-t-il, un certain nombre de choses. 2 points là-dessus. C'est une démarche qui a été axée surtout sur satisfaire la demande, donc un pilotage par la demande et non pas par l'offre. Or là, on est dans une situation où l'offre va drastiquement se réduire, au moins localement. Et puis, quand vous regardez les ouvrages hydrauliques en Espagne, à mon nombre maintenant, on a beaucoup de mal à les remplir parce qu'une année sur 3, voire 2 années sur 3, il n'y a pas assez d'eau. Donc, c'est temporairement peut-être, une solution, mais c'est en aucun cas une solution qui permet de reconcevoir le système. Donc c'est temporairement utile, ça coûte de l'argent, et à long terme, ce n'est pas durable. Voilà ce que je voulais dire sur ces différentes questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. On va se partager notre temps de parole avec Anne Ducrest. Je prends un peu les questions dans le désordre, mais sur le prix de l'eau, aujourd'hui, le prix de l'eau en France en moyenne, et c'est le CISPA qui nous le dit, c'est 4,30 € du mètre cube. 2 commentaires par rapport à ça. D'une part, l'assainissement aujourd'hui coûte plus cher que l'eau potable. Donc depuis quelques petites années, mais on a vu quand même cette montée-là. Deuxième élément, quand on dit 4,30 €, faut pas oublier que pour nos concitoyens, ça veut toujours dire qu'avec 1 centime d'euro, on a quand même 2,5 litres. Et donc, c'est à la fois, j'ai envie de dire, cher quand il y a une abondance d'eau et pas cher quand il n'y en a plus. Mais par comparaison, ces derniers jours, il y a eu par exemple des annonces à Bruxelles qui ont annoncé la deuxième augmentation de 15%. Ils ont fait plus 15% en 2022, plus 15% en 2023. Le prix de l'eau, il va être autour de 6 €, 6,50 € du mètre cube. Quand on va en Allemagne, c'est à peu près les mêmes niveaux. Quand on va aux Pays-Bas, etc. Donc moi, je partage complètement l'analyse d'Olivier, qui est de dire que de toute façon, il y a des besoins qui vont avoir un impact sur le prix de l'eau, que ça doit renforcer les aspects d'aide aux plus démunis, que ça doit renforcer aussi peut-être le fait de se partager un peu l'effort et de ne pas tout faire porter non plus sur le consommateur d'eau. Un petit clin d'œil, c'est de rappeler que, par exemple, la TVA sur l'assainissement est de 10 ou 11%, pendant que celle sur l'eau potable est à 5,5. Si jamais l'État avait la bonne idée d'aligner les 2 TVA, ça permettrait, à la baisse évidemment, ça permettrait de dégager un peu de capacité de financement pour les collectivités, d'alléger un peu la facture. Toujours est-il que ça veut dire que dans ces moments de tension, on a besoin de plus de solidarité vis-à-vis des plus démunis et de plus d'efficacité. La solidarité vis-à-vis des plus démunis, on n'a pas d'avis sur les différents systèmes. Madame la sénatrice évoquait la gratuité des premiers mètres cubes, et Olivier Thibault évoquait les chèques eau ou la tarification sociale. Une chose est sûre, c'est qu'il y en a une ou 2 qui sont très ciblés et l'autre qui ne l'est pas. Donc quand on fait la gratuité des premiers mètres cubes, on ne sait pas vraiment à qui ça bénéficie. En tout cas, ce n'est pas une mesure sociale, puisque rien ne dit que c'est redistributif entre des gens plus aisés et des gens moins aisés. Et là aussi, il faut se méfier toujours de ce qu'on peut tirer de la tarification, parce qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'il y a derrière une consommation d'eau. C'est-à-dire qu'il y a parfois des familles nombreuses qui vont consommer plus d'eau, et puis parfois des familles ou des foyers mono personnes qui vont plutôt gaspiller.
Donc je crois que ce qui est important dans la politique de l'eau, c'est bien ciblé. Nous, on est là pour aider les collectivités. On a parlé tout à l'heure de la digitalisation des services publics, du nombre des compteurs communicants. Ça, typiquement, ça permet par exemple de faire des tarifications saisonnières qui, dans des périodes de forte tension sur l'eau, donnent un signal prix pour essayer de faire en sorte que les consommations soient moindres. Sur le sujet RIOUT, là aussi complètement d'accord avec ce que dit le directeur de l'eau. Et j'ajoute quand même un bémol, c'est que ce qui nous vient à l'esprit, c'est que évidemment quand l'eau de la station d'épuration est rejetée en mer ou dans l'océan, là on a quand même tout intérêt à la retenir une fois de plus sur Terre. Et donc quand Veolia Eau développe par exemple la réutilisation des eaux usées à Bonifacio pour des activités de tourisme, et que ça représente en gros la consommation de la ville de Bonifacio au mois d'août, eh ben je pense que c'est favorable au territoire plutôt que d'aller rejeter directement cette eau douce dans une mer d'eau salée. Et on pourrait dire la même chose de ce qu'on fait à Sainte-Maxime, ou peut-être qu'Anne nous dira quelques mots du projet vendéen. Dernier point, c'est pas à nous de dire s'il faut ou non une loi sur l'eau. Une chose est sûre, c'est que la politique de l'eau, elle a été souvent trop mise en silo, et qu'il faut la désiloter, c'est-à-dire qu'il faut parler à l'agriculture, il faut parler à l'urbanisme, il faut parler à l'industrie, et que nous, en tout cas, quand vous nous annoncez un effort de simplification de la législation, moi je vois toujours un clignotant qui est celui justement des autorisations sur la réutilisation des eaux usées traitées. Quand vous parlez à des gens sur les territoires, des élus ou des opérateurs ou des industriels qui essayent de mettre en œuvre ce genre de projet, ils ont en face de 5 ou 6 administrations où alors ils disent bah, alors on passe par la clé, après il y a l'ARS, après il y a le CODERST, après il y a le préfet, et puis tout le monde se renvoie la balle. Et c'est ce qui fait qu'on met 10 ans pour développer ce genre de projet. Donc un projet, moi, qui me tient à cœur de simplification, c'est celui, par exemple, de la création d'un guichet unique dans les départements qui va être capable de traiter les dossiers et d'apporter de l'expertise aux élus locaux qui veulent développer ce type de solution. C'est du bon sens. À vous, allez, deux minutes. Et puis après, parce que j'ai encore 10 demandes d'intervention. D'accord. Alors, si je dois faire en 2 minutes très rapides, juste un mot sur le prix de l'eau. Vous avez signalé qu'effectivement, le prix de l'eau augmentait sous l'effet de l'énergie. Ça nous rappelle qu'il faut de l'électricité pour produire de l'eau. Les risques de délestage dont on a parlé au mois de décembre et en début d'année sont effectivement aussi évidents sur les services d'eau et d'assainissement. Et oui, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur l'efficacité énergétique des services d'eau. Juste quelques mots. Chez Veolia, nous visons à baisser de 5% nos consommations énergétiques pour les services d'eau et d'assainissement que nous exploitons. 5% en 2 ans. C'est un grand programme pour essayer de travailler sur notre efficacité énergétique. Efficacité aussi qui doit se faire sur les produits de traitement. Sur la réutilisation des eaux usées, juste quelques mots. Il y a une valeur agronomique dans l'eau qui sort des stations d'épuration. Et donc, il n'y a pas qu'une valeur de quantité, il y a une valeur de qualité. Et cette valeur agronomique peut être apportée aux agriculteurs. Il y a un certain nombre d'expérimentations qui existent et qui montrent que c'est utile. Et c'est particulièrement utile, l'a dit Tristan, en zone littorale où il y a effectivement, c'est dommage que l'eau parte à la mer. Sur les autres usages, il y a l'eau industrielle sur site, et ça, nous l'avons déjà démarré. Il y a également les eaux de lavage, par exemple, dans la rue. Voilà. Il y a également la protection de la ressource elle-même. L'exemple de Jourdain qui vise à utiliser les eaux usées pour recharger la ressource, après en passant une petite zone de solutions fondées sur la nature également pour utiliser la capacité épuratoire du milieu. C'est un très beau programme qui permet de travailler sur l'accès à l'eau en Vendée, et ce programme se développe. Et il faut pouvoir développer ce type de programme. Mais il y a aussi par exemple l'utilisation d'eau usée pour faire une barrière hydraulique pour protéger par exemple les nappes de la remontée du biseau salé, puisque si vous injectez de l'eau, vous empêchez l'eau salée d'aller polluer les ressources existantes. Donc on a beaucoup d'options sur la réutilisation des eaux usées, et il faut continuer à poursuivre ce développement en levant, comme l'a dit Tristan, les barrières administratives et réglementaires, sachant que les Français sont prêts, puisque classiquement, ils pensent déjà que l'eau qui arrive au robinet vient directement de la station d'épuration. Donc rassurons-nous, tout le monde est prêt, et la crise de cet été a rajouté de la capacité
d'acceptabilité de ces sujets-là. Je vais rebondir sur le fait territorial pour répondre à la question sur la réutilisation des eaux usées dans certaines situations. En fait, c'est toujours une solution locale qu'il faut trouver. Si l'eau n'est pas disponible, elle n'est pas disponible, l'eau usée n'est pas disponible, il faut trouver d'autres solutions. Mais vraiment, c'est toujours, on ne va pas trouver ici des solutions générales. Ça se regarde vraiment à la maille territoriale en fonction des situations. Pour répondre à la question de Madame Demas sur la technologie pour les réseaux, oui, on peut utiliser, on déploie des capteurs qui peuvent écouter les fuites, des capteurs par les compteurs qui permettent de suivre les consommations. On a même maintenant des compteurs qui peuvent repérer les fuites. Donc on arrive en travaillant sur l'instrumentation, donc en investissant sur de l'instrumentation, à travailler sur les réseaux, ceci étant croisé avec un traitement des données, de l'intelligence artificielle, des jumeaux numériques. Je vous lâche un peu tous ces mots, mais il y a beaucoup de solutions qu'on peut continuer à développer et qu'on développe en solutions opérationnelles. Et ensuite, il faut évidemment des gens pour aller réparer, et l'investissement, on en a déjà parlé. L'investissement, il doit aussi se faire dans les usines pour répondre à la question sur les micropolluants. Une de nos inquiétudes, je l'ai signalé au début, baisse du niveau des nappes et baisse des débits dans les fleuves égale concentration en polluants, et puis l'arrivée de molécules rémanentes qu'on voit apparaître de plus en plus et qu'on repère de plus en plus. Ça nous amène à mettre en œuvre des traitements. Il faut penser encore à ça. Les solutions, on en a. Les charbons actifs peuvent être utilisés. On a des solutions de microfiltration, de nanofiltration, d'ultrafiltration, voire d'osmose inverse, qui permettent de traiter de plus en plus ces polluants. Et ça nécessite aussi des investissements. Et c'est pas toujours de gaieté de cœur parce qu'on n'a pas forcément envie, mais parfois on n'a que cette solution. Sur la désalinisation, on regarde, l'équilibre économique n'est pas toujours là. Je ne vais pas reciter l'Espagne qui a des solutions de désalinisation. En tout cas, ça fait partie des solutions qui existent, mais il faut qu'on cherche aussi les autres solutions dans un premier temps. Sur les usagers, enfin, en effet, la sensibilisation est importante. Là aussi, des solutions digitales nous aident. Je vous donnerai juste un exemple. On a une application mobile. Aujourd'hui, nous avons 800 000 abonnés qui se connectent sur leur application mobile entre 5 et 6 fois par an pour suivre leur consommation. Ça, c'est un vrai apport parce que ça aide aussi les gens à entrer dans la situation. C'est aussi une solution qui existe. On a environ 2,8 millions aussi de connexions sur notre agence en ligne. Voilà, ça fait partie des outils qui aident les gens à bouger sur la prise en compte de l'eau dans leur quotidien. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être en une minute pour compléter, pour répondre sur le sujet aussi des agences de l'eau. Je dirais même, dans la lignée aussi de l'affichage et de la demande de la Fédération des entreprises de l'eau, pour nous, le plafond mordant, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle, évidemment, parce que l'eau a besoin de ressources et c'est un flux qui manque, c'est un flux financier qui manque à l'eau. Donc on s'associe complètement au président, notamment des comités de bassin qui en demandent la suppression. Ça nous semble une évidence. Il n'y a pas lieu, je dirais, de faire la poche ou les poches des agences de l'eau en ce moment. On voit d'ailleurs d'un très bon œil tout ce qui incite un peu plus et reconnaît un peu plus la performance des territoires. C'est-à-dire qu'on a quand même des témoignages d'élus locaux, vous en avez peut-être également ou certainement également, qui disent on essaye d'être plutôt dans les bons élèves, mais on a du mal à être reconnu. Et finalement, entre une gestion améliorée ou une gestion un peu dégradée, on ne voit pas beaucoup de différence. Et on regarde donc avec intérêt et on accueille favorablement aussi des projets qui visent à réinjecter un peu, pas énormément, mais un peu de performance dans le calcul des redevances des agences de l'eau. C'est-à-dire dire, ceux qui font des efforts sur le rendement de réseau, sur les fuites, sur l'assainissement, ça a de la valeur. Et pour prolonger le discours d'Anne Ducrest, on est persuadé d'une chose, c'est que c'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et le pire qui a à craindre la politique de l'eau, c'est finalement ces confrontations entre ceux qui diront c'est les SFN, les autres qui diront non, c'est la RIOUT, les troisièmes, c'est la techno. Non, il va falloir de tout pour faire face à une situation qui est quand même préoccupante. Monsieur le Président, si vous permettez, je vais juste revenir sur une question que M. Favreau a posée sur les nappes. Effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, 2 éléments de réponse à cela. Si on se projette dans le futur, les modélisations dont on a parlé montrent que la recharge des nappes va être de plus en plus difficile en termes quantitatifs, parce que des cumuls de sécheresse sur plusieurs années. En fait, ce qui impacte le plus... Alors, toutes les nappes ne fonctionnent pas de la même façon. Entre la nappe de Beauce que vous évoquiez, les nappes qui sont très reliées aux rivières, par exemple en Deux-Sèvres, Charente, ce n'est pas du tout le même fonctionnement, mais globalement, les sécheresses cumulées sur plusieurs années conduisent au fait que la nappe
peut se recharger en hiver, mais finalement, progressivement, on a de moins en moins un niveau de nappe qui baisse. Et il y a le problème de la qualité que vous avez évoqué, et ça a été dit par plusieurs intervenants, c'est qu'on va concentrer aussi un certain nombre de contaminants dans les nappes qui ont une durée de vie très longue dans les sols. On retrouve encore à l'heure actuelle des résidus de produits dérivés de l'atrazine, par exemple, qui est interdite depuis très très longtemps. Et la dééthylatrazine, déisopropylatrazine, on la retrouve et on la retrouvera encore pendant très longtemps parce que c'est des produits, il n'y a pas de dégradation une fois que c'est arrivé dans les nappes. Le problème du nitrate que vous évoquez et d'autres éléments, on pourra en citer beaucoup. Et donc, non seulement c'est une question de quantité, mais une question de qualité. Et donc, une ressource dont la qualité se dégrade, les usages qu'on peut en faire, à coût constant, il y en a de moins en moins. Et si on veut faire des usages en consacrant plus d'argent, ça va être possible, mais ça va coûter de plus en plus cher. Donc, le niveau des nappes, c'est quelque chose de critique. C'est une ressource, effectivement. Donc, favoriser l'infiltration d'eau, on l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment une solution sans regret. Encore faut-il bien que cette eau qu'on infiltre soit une eau de bonne qualité. On va pas, voilà, donc il y a un problème de qualité, mais c'est quand même extrêmement important et ça fait partie du panel de solutions. Encore une fois, il n'y a pas une solution unique sur ces sujets-là. Allez, quelques derniers éléments pour répondre aux questions que mes voisins n'ont pas complètement répondu. La première chose sur le moyen des agences de l'eau. Et puis derrière, sur ce qui va être annoncé, mais qui sera annoncé demain, pas aujourd'hui donc. Ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord, bon, vous avez une certaine malice à montrer nos contradictions, c'est le jeu, mais il y a une certaine constance des gouvernements successifs sur les agences de l'eau qu'on peut que noter aujourd'hui. Je veux dire, ça fait 4 gouvernements que ça baisse, qu'il y a un plafond. Et ce que je note aujourd'hui... Ah non, mais c'est pas ça que j'ai dit, hein, M. Pointreau. Hein. Ce que je note aujourd'hui et ce que montrent les groupes de travail qu'on a pu mener sur la planification écologique de l'eau, c'est qu'on est à un moment où on prend conscience qu'il va falloir changer quelque chose.